beaucoup d'être avec nous. Donc, cette deuxième session, donc avec Jean et avec Dominique Meigne, nous avons voulu cette deuxième session autour de notre projet du jour, c'est-à-dire réfléchir ici dans notre collectif de réflexion, de recherche également sur les sujets de santé. Nous voulons nous tourner vers les grands projets et comment on les organise et comment on les finance également, comment que ce soit des sujets de recherche scientifique, académique, mais également clinique, mais que ce soit également tout autre sujet d'organisation de la santé. Et donc, on a un grand privilège de vous recevoir, Marie Daudet. Vous êtes la directrice générale de l'offre de soins. Le thème que nous nous sommes fixés est un peu général, mais la parole est très libre, en 1 heure exactement à peu près. Nous allons parler de financement, d'organisation du système de santé pour développer les projets innovants. Alors, vous êtes à la tête d'une grande direction générale. Depuis combien prenez un micro. Je vais faire, donc, pour expliquer à nos amis, je fais un petit dialogue avec vous. Et ensuite, comme c'est le principe, vous faites en discussion avec nos invités, Christine Schibler, Cécile Chevance, Sophie Beaupère et Gérard Raymond. Vous avez leurs fonctions, mérites et fonctions affichées. Christine Schibler, donc la Fédération de l'hospitalisation privée. Cécile Chevance, vous êtes responsable du pôle offre à la Fédération hospitalière de France. Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer. Et Gérard Raymond, le président de France Asso Santé. Je disais, votre direction, la DGOS, est une des grandes directions du ministère, et notamment du ministère de la Santé. Et peut-être que, puisque nous essayons de brasser large, vous demandez peut-être comment vous avez, il me semble sans doute, à la fois une action quotidienne sur l'organisation du système de santé, notamment les hôpitaux, enfin les établissements d'une manière générale, mais aussi l'offre de soins, donc plus générale depuis quelques années. On avait bien vu ces évolutions. Mais comment on considère que l'on a de grands projets et de grands projets qui sont structurants pour l'avenir d'un système de santé. Pour vous, c'est quoi? Au-delà du quotidien, quels sont les grands sujets qu'une direction comme la vôtre, et vous-même en particulier, vous devez suivre et comment vous les abordez? Ce sera peut-être ma première question pour introduire notre discussion. Bonjour, merci, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, peut-être dire en introduction que si on veut qu'un système de santé finance l'innovation, la recherche, puisque c'est la thématique, je crois, de votre réflexion, il faut que ce système de santé aille bien, ou en tout cas soit solide sur ses bases. C'est une des premières conditions. Et donc pour répondre à votre question, on sait bien qu'on est à un tournant sur notre système de santé, un peu, on le dit souvent à la croisée des chemins. On est dans une phase très claire de transformation du système. D'abord parce qu'on n'a pas le choix. Il y a quand même urgence, on le voit tous les jours face aux différentes difficultés qui sont rencontrées, que ce soit des difficultés en termes de développement de l'activité, d'attractivité des métiers, de financement, de situation financière de nos établissements, de coordination entre la ville et l'hôpital, de mal-être de la ville aussi, qui est souvent exprimé. Donc, on est dans une phase de transformation et il faut que le système se transforme, il faut qu'il puisse changer. Et donc, pour ça, effectivement, il n'y a pas d'autre solution que de mener des réformes structurelles et d'avoir des grands projets structurants. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, si on voit un peu les trois chemins, les trois axes qui nous animent à la DGOS pour pouvoir avancer, on a un axe métier très fort. Il faut avoir une action forte et déterminée sur l'attractivité de nos métiers, que ce soit encore une fois en ville ou à l'hôpital. Et ça dépend de tout un tas de paramètres sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Mais l'un d'entre eux, c'est notamment le fait de pouvoir transformer les métiers, refondre les métiers, voir comment se partagent les compétences et se délèguent les tâches en ville et à l'hôpital, comment on peut dégager du temps médical pour des patients dans un contexte où on sait
bien, on a un vrai sujet démographique qu'on vit en ce moment et qui continue d'être devant nous. Donc on a des actions structurelles à mener sur la transformation des métiers, sur la transformation des études et de la formation probablement également. Voilà, donc ça sur la partie, le premier axe, métier, pour moi c'est un des grands projets qu'il faut qu'on porte et qui a à la fois un lien, pour revenir sur ce que vous disiez, avec notre action quotidienne, puisqu'on gère toute la journée en réalité les RH hospitalières et puis les professions qui exercent en ville, mais il ne faut pas perdre de vue cet horizon qui doit être le nôtre, qui est qu'il faut que tout ça se transforme. Ça, je dirais, c'est le premier axe, le premier pôle sur lequel on travaille. Le deuxième axe, c'est bien sûr celui du financement, où on a engagé pour le coup là des réformes extrêmement structurelles et structurantes sur le financement notamment du système hospitalier et de l'offre de soins hospitalière dans tous les domaines, les urgences, les soins médicaux de réadaptation, la psychiatrie et maintenant probablement le MCO, où on essaye de réfléchir à des modalités de financement plus justes qui font appel à la fois à de la tarification à l'activité, mais surtout aussi à ce qu'on appelle des dotations populationnelles ou des dotations qui permettent de tenir compte des besoins de santé sur le territoire. Donc ça, c'est le deuxième type de projet structurant qu'on mène au niveau de la DGOS. Et le troisième axe, c'est celui qui a trait à l'organisation des soins, que ce soit en ville ou à l'hôpital, et avec essayer de faire coopérer mieux la ville et l'hôpital. Donc vous avez derrière tous les projets comme le SAS, le service d'accès aux soins, mais aussi chacun... regarder dans chacun de ces domaines comment l'organisation peut être meilleure, comment est-ce qu'on peut mieux coordonner, là aussi mieux dégager du temps de soignants, mieux s'organiser, mieux répondre à l'urgence et aux besoins de santé. Donc je dirais qu'on a là trois types de projets structurants qui sont ceux qu'on mène pour essayer de faire en sorte que le système se transforme, fonctionne mieux et puis que les gens soient à la fois, et les patients et les soignants, plus heureux dans leur vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on va dire qu'on rencontre de nombreuses difficultés. En quoi, finalement, la période que nous traversons aujourd'hui serait si différente fondamentalement par rapport à d'autres périodes sur les besoins de transformation? Donnez-nous quand même quelques éléments. Alors évidemment, nous sommes très impliqués dans le secteur. On voit bien qu'il y a des déceptions, qu'il y a des revendications, etc. Mais enfin, finalement, si on se penche réellement, il y a eu beaucoup d'efforts, même financiers, qui ont été faits récemment. Bon, il y a eu une crise majeure, évidemment, que nous avons traversée, mais en fait, elle ne fait pas non plus l'alpha et l'oméga de l'organisation de la santé en France. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les années passées, y compris les décennies passées, si on remonte en arrière, d'ailleurs, on s'amuse parfois à le faire, on me montre des gros titres de journaux des années 70, 80, 90, où on parlait de la crise des urgences. Voilà. Donc, on sait bien que le système de santé a traversé des périodes plus ou moins fastes, mais... il y a quand même, je dirais, aujourd'hui, des choses qui sont un peu différentes par rapport à ce qu'on a pu traverser dans les décennies passées. Le Covid a quand même été un choc majeur, et sur l'organisation des soins, mais aussi sur la façon dont on voit le patient à l'hôpital, la façon dont les soignants ont considéré leur métier. Et ça a été un choc majeur quand même à deux niveaux. Un premier choc financier, oui, on a réinjecté beaucoup d'argent, mais aujourd'hui... Du coup, on a un contexte budgétaire qui est extrêmement tendu, avec une situation financière des établissements qui est très dégradée. Donc, on a un paradoxe là, face auquel on ne s'est jamais retrouvé, je pense, qui est de dire qu'on a à la fois, à tous les niveaux, un contexte de finances publiques qui interroge sur la soutenabilité même du système et sur les nouvelles façons de travailler qu'il nous faut inventer pour pouvoir faire face à ce défi-là. La deuxième chose qui est tout à fait différente des années précédentes, je pense, des décennies précédentes, c'est ce choc d'attractivité et le désamour et le désintérêt qu'ont aujourd'hui quand même une partie des soignants pour leur métier et qui s'est marqué de façon extrêmement violente. On a perdu à l'hôpital public en sortie de Covid énormément d'infirmières, et notamment la nuit. Et on voit bien que la façon de considérer le métier aujourd'hui n'est plus tout à fait le même, et c'est la même chose en ville. En ville, aujourd'hui, on a des
des médecins qui partent à la retraite, et on voit bien qu'on ne regagne pas le même temps médical en remplaçant un médecin qui part par un autre. Les soignants, aujourd'hui, ils ont d'autres aspirations, des aspirations professionnelles qui sont différentes, qui sont en partie liées au Covid, mais pas que, enfin en post-Covid, mais pas que, et dont il nous faut absolument tenir compte. Et je pense qu'on n'avait pas ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Il n'y avait pas cette aspiration majeure à avoir du télétravail, par exemple, une conciliation vie familiale, vie professionnelle qui soit plus prégnante. Aujourd'hui, c'est différent et il faut qu'on arrive absolument à faire revenir les soignants à l'hôpital et en ville. Voilà, il faut qu'on soit plus attractif. Donc ça, c'est le deuxième... La deuxième chose qui fait quand même pour moi une différence assez forte avec ce qui a pu se produire dans les années passées. Alors, c'est valable pour nous tous, hein, probablement, qui observons, chacun à sa place, et qui regardons ce système de santé. Alors, il y a les actifs ou les acteurs, et puis il y a les observateurs comme moi. Mais est-ce que vous vous attendiez... Alors, je sais que vous... Pardon ? Excusez-moi, la troisième chose que je voulais dire, parce que je l'ai oublié en vous parlant, c'est bien sûr le choc démographique et le choc du vieillissement sur l'hôpital et la ville et le choc des maladies chroniques. Merci. Qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Oui, mais merci de me le dire, parce qu'en réalité, c'est ce vers quoi je voulais vous emmener. C'est-à-dire qu'en réalité, on observe tout ça. Il y a des choses qui sont évidemment un peu exceptionnelles. On va dire qu'éventuellement, encore que la crise épidémique est assez exceptionnelle, ou en tout cas on pouvait ne pas s'y attendre, encore que, nous disent certains. Mais en revanche, il y a effectivement des mouvements qui sont des mouvements profonds. Hein. Et cela, quand vous arrivez à la direction, c'est une question un peu personnelle peut-être, mais enfin, si vous me le permettez, quand vous arrivez, vous connaissiez le secteur, mais en fait, vous n'étiez pas non plus depuis quelques années, avant votre nomination, réellement à la manœuvre dans le secteur de la santé. Est-ce que vous vous attendiez à ça ? C'est-à-dire, dans le fond, c'est ce que vous marquez, ces grandes ruptures, difficultés. Est-ce que vous vous attendiez à ça ? C'est-à-dire que des médecins qui n'ont plus trop envie de choisir la médecine, des chercheurs qui sont un peu découragés, des hospitaliers qui ne veulent pas revenir au travail, en fait, etc. Est-ce que vous vous attendiez à ça ? Il y a eu certaines choses auxquelles je ne m'étais pas attendue, mais c'était pas forcément... Bon, et notamment le fait d'avoir un contexte institutionnel qui était moins facile. Générale, est-ce que, dans le fond, vous n'aviez pas les bons éléments pour analyser la situation ? Non, objectivement, je pense que quand j'ai pris mon poste, c'était il y a 2 ans, on était encore en période Covid d'une certaine manière. On était en train d'en sortir, mais on avait encore des surcoûts Covid notamment à financer. On avait encore des sujets de vaccination. Voilà. Donc, je savais que la période était un peu exceptionnelle. Quand j'ai pris mon poste, il y avait quand même 2 choses que je savais bien déjà. C'était qu'on avait un vrai sujet d'attractivité parce que ça remontait de partout, tout le monde le savait. Et puis, dans mes précédentes fonctions, j'avais pu le constater à d'autres. Je travaillais dans une collectivité locale, mais on voyait bien que l'attractivité des métiers de la santé en avait pris un coup quand même, et on le sentait arriver. Donc ça, je le savais. Tout ce qui était transition démographique et choc démographique et croissance des maladies chroniques, croissance des besoins de santé à l'avenir, en raison notamment du vieillissement de la population, bien évidemment, je m'y attendais. En revanche, peut-être ce à quoi je ne m'attendais pas, en tout cas pas à ce point-là, c'était effectivement la situation financière à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, dégradée, qui allait être celle rapidement que nous allions devoir gérer, et au sein des établissements, et au niveau plus macro, au niveau de l'État et de la sécurité sociale. Parce que du coup, ça nous met dans une espèce de triptyque un peu compliqué, qui est que les besoins de santé augmentent fortement et vont augmenter fortement. Les professionnels n'ont plus très envie de venir travailler dans nos métiers, et on n'a plus tellement de financement. Donc objectivement, si vous voyez ces trois pôles, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais bon, c'est ce qui fait l'intérêt du métier aussi, c'est d'essayer d'être inventif. Oui, je ne reviens pas à l'instant sur la question. Je suis sûr que nos amis ici réunis pour dialoguer avec vous reviendront sur ces questions. Une question peut-être un peu plus globale. Nous avons réfléchi donc aux grandes tendances. Est-ce que quand l'on est, ou nous réfléchissons aux grandes tendances, quand l'on est à la place qui est la vôtre, est-ce qu'on est très influencé par l'évolution des technologies, l'évolution de la médecine, l'évolution de la science, l'évolution de la recherche ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir, de ce point de vue, tous les éléments qui vous permettent d'organiser ce qu'est un système de santé qui doit soigner, effectivement, mais qui doit innover,
qui doit chercher. Ça a été franchement le sujet de notre première session avec des chercheurs et des patrons de l'organisation de la recherche. Peut-être dire d'abord que l'innovation, la recherche et avoir un système qui essaye on va dire, d'avoir toujours un coup d'avance et de réfléchir sur ces sujets-là, c'est bien évidemment indispensable. Ça, c'est le premier point. Le second point, sans doute qu'aujourd'hui, on pourrait faire mieux et de façon plus, on va dire, plus dynamique que ça n'est fait aujourd'hui. Pour répondre à votre question, enfin, à ce que je sens derrière, hein, quand on est pris toute la journée par le quotidien et les difficultés qui sont celles que je viens d'exprimer, il faut faire très attention à ce que ces sujets-là restent d'une certaine manière prioritaires et dans le scope. Voilà, c'est effectivement un vrai effort que de se dire qu'il faut mobiliser une partie de nos moyens financiers, une partie de nos moyens RH sur ces enjeux qui sont les enjeux de l'IA, du numérique, de la recherche, des nouvelles technologies. C'est tout à fait essentiel et c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. On est régulièrement saisis, nous, à la DGOS, par des porteurs de projets, en plus de tout ce qu'on fait sur la recherche. Il y a un bureau recherche, innovation, etc. On aura l'occasion, je pense, d'en rediscuter. Voilà. Mais on est régulièrement saisi par des porteurs de projets qui veulent venir me présenter ce qu'ils font. J'essaye à chaque fois de dégager du temps pour pouvoir échanger, discuter. Voilà. Après, il faut que tout ça ait une suite, sinon ça, c'est pas intéressant ni pour les acteurs ni pour nous. Donc c'est ensuite plus... Il y a un vrai travail de fond à réaliser pour accompagner, notamment financièrement, tous les projets innovants. Oui, votre direction s'est réorganisée assez récemment, j'allais dire à votre main maintenant. De ce point de vue-là, pour faire ce que nous essayons, ce sur quoi nous réfléchissons, c'est-à-dire ces grands projets, qu'ils soient scientifiques, médicaux, organisationnels, de construction, enfin, etc., vos relations avec les opérateurs, notamment d'ailleurs privés et industriels, mais aussi académiques, etc. Comment vous vous êtes organisé? Est-ce que votre organisation de ce jour et pour l'avenir est mieux adaptée qu'elle n'était? Expliquez-nous un peu comment vous faites. Alors, effectivement, on a réorganisé en une petite année la DGOS de façon assez, on va dire, radicale et structurelle, puisqu'on est passé de 4 sous-directions à 6. Donc, ça a permis à la fois de se recentrer sur les enjeux spécifiques qui sont les nôtres et de pouvoir traiter justement les dossiers un peu structurants que j'ai évoqués au départ. Et on a notamment créé un pôle, l'équivalent d'une sous-direction recherche-innovation, qui ne fait plus que du médicament, des molécules onéreuses, des maladies rares et de la recherche. Avant, tout ça était noyé dans un ensemble qui faisait aussi, ne me demandez pas pourquoi, de la ville, du financement hospitalier, enfin bref. Voilà. Donc on a essayé de reséquencer nos sous-directions par thématique. Donc on a ce pôle recherche-innovation qui doit être celui qui a ce lien avec les porteurs de projets que vous évoquez. Et on a aussi créé un département du numérique qui est directement rattaché à la direction générale et qui, lui, est vraiment focalisé sur ces objets, on va dire, d'intelligence artificielle et de développement du numérique. Donc on a ces 2 jambes-là, nouvelles, qui sont clairement identifiées dans l'organigramme, ce qui n'était pas le cas avant. Et on essaye, avec cette nouvelle organisation, de donner de la lisibilité à nos acteurs et de la force à nos actions. Voilà. Après, vous le savez, la recherche au ministère, elle est scindée en 2, puisqu'il y a aussi une partie qui est à la Direction générale de la santé. Et donc, à terme, il faudra sans doute pouvoir réfléchir sur l'intégralité de notre organisation et pas juste sur celle de la DGOS. Oui, il y a une critique qui est courante et qui est de dire le millefeuille, trop de choses, etc. Vos relations, alors peut-être une réponse sur ce point, et puis vos relations avec les différents opérateurs dans ce secteur-là, et notamment les autres agences qui s'intéressent également à ces sujets-là. Alors, des agences du ministère, mais aussi la Haute Autorité de Santé, j'imagine, l'INCa, enfin, etc. Donc, donnez-nous un peu une... Alors, surtout avec ces opérateurs-là, ils ont toujours un référent et quelqu'un de précisément identifié au sein de la direction. La HAS, c'est le bureau de la qualité, puisqu'on a créé un bureau de la qualité dans une de nos sous-directions. L'INCa, c'est le bureau qui suit notamment le plan cancer. Donc, ils ont des référents, ils ont des réunions techniques à peu près une fois par mois avec les bureaux, et moi, je les vois une fois par trimestre, que ce soit l'INCa, l'INSERM, je les vois même plus souvent en ce moment, mais l'INCa, l'INSERM, la HAS, on est en contact très régulier, oui, tout à fait. Je donne quelques pistes et puis nos amis vont vous, sans doute, à mon avis, discuter avec vous de manière plus experte que moi sur ces sujets-là. Les questions de financement, on nous dit toujours que les financements tels que
on les a, alors notamment tarification à l'activité, etc., ne sont plus adaptés ou ne sont pas bien adaptés à monter de grands projets, de grandes organisations innovantes, etc. Il y a d'autres techniques maintenant de financement. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y aurait, selon vous, des techniques économiques qui seraient meilleures que d'autres pour faire éclore l'innovation et la recherche d'une manière générale, le progrès, disons? Alors, je crois d'abord qu'un bon système de financement, c'est un système qui n'est pas monocolore. Je crois que ça, c'est vraiment important de le dire. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est tout le sens de nos réformes. C'est de pouvoir mixer différents vecteurs de financement, garder le vecteur de l'activité parce qu'il est important, mettre en place un vecteur qui prenne mieux en compte, on va dire, les charges fixes et les besoins de santé, c'est important aussi, c'est ce qu'on essaye de faire, et avoir des financements agiles qui puissent s'adapter à la recherche et à l'innovation. C'est aussi ce qu'on essaye de faire, et probablement que là, on est encore un peu au milieu du gué. Vous savez, il y a pas mal de réformes en cours qui ont été faites sur l'accès précoce, les médicaments et les techniques innovantes. On a des dispositifs différents, que ce soit le forfait innovation, la PECAN, l'APECT, et sur la prise en charge transitoire, etc. Donc, il y a des choses qui existent. Ces outils-là, ils existent. Ils sont en dehors de la tarification classique parce qu'on estime que si on veut justement être agile et répondre aux besoins, il faut le faire de cette façon-là. Mais on a probablement encore du chemin à faire là-dessus. Oui, je ne sais pas si nos amis vous réinterrogeront sur ces sujets-là, mais je voulais effectivement peut-être aller un petit peu au-delà sur forfait innovation, les articles 51, où on en est. Alors, on voit bien qu'il y a une fin de période. Est-ce qu'ils vont rentrer ou est-ce qu'ils entrent? On n'a pas le sentiment, en observant que ce soit le cas, ces articles 51 dans le fonctionnement général. J'ai vu ces RIHN là, 2.0, c'est de nouvelles techniques économico-médicales, enfin en tout cas de prise en charge. Vous nous donnez quelques éléments peut-être un peu plus précis? Alors, sur les articles 51, effectivement, c'est en cours. Donc, il y a une bonne centaine d'expérimentations qui sont maintenant au stade de l'évaluation et dont on doit voir ce qu'on fait effectivement cette année et les années suivantes. Toutes ne basculeront pas dans le droit commun. Une bonne partie, en revanche, pourra probablement, en tout cas, être retenue. Après, il faut que derrière, effectivement, les services puissent suivre pour mettre en place éventuellement des financements adaptés et permettre leur développement. Donc ça, c'est en cours. Et c'est fait expérimentation par expérimentation. Le deuxième sujet que vous aviez, j'ai oublié. Alors, RIHN, merci. Et sur le RIHN, effectivement, on vient de faire une grosse réforme. Donc la communication qui a été faite, c'était pour un peu remettre tout le monde au même niveau d'information. Il y a des textes qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Le RIHN, comme vous le savez, c'était un système qui était complètement figé, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'actes qui étaient rentrés, qui étaient stockés et dont on n'arrivait pas à ça, et qui probablement devaient sortir du RIHN pour rentrer dans le droit commun et laisser la place à d'autres. Et ça ne se faisait pas bien. On avait une gestion de la liste, comme on dit, qui n'était pas fluide. Donc l'idée de ce RIHN 2.0, c'est effectivement de pouvoir rendre les choses plus dynamiques et cette gestion de la liste plus dynamique en lien avec la HAS, de faire en sorte que les porteurs de projets puissent déposer leur dossier, qu'ils soient retenus et ensuite qu'ils soient assez rapidement évalués, puisque sinon on se met en place un système de décote. C'est le nouveau système. Là aussi, pour être tout à fait transparente et honnête, on a encore un peu de travail devant nous, et notamment voir avec la HAS comment on arrive à déstocker ces produits, ces actes-là, ces prestations-là, plus rapidement que ça n'a été fait dans le passé. Bon, je crois que la HAS est en train de se saisir réellement du sujet. Je les ai encore revus là-dessus la semaine dernière, et il va falloir qu'on puisse tenir nos promesses là-dessus, puisque la deadline qu'on a, c'est 2029, et ça va venir très très vite. Je vais laisser nos amis dialoguer avec vous. Dernière question pour ma part maintenant, dans notre court entretien introductif, les questions architecturales. Est-ce qu'il y aura de grands projets architecturaux? On va regarder un petit peu ça également dans l'après-midi. On verra 2 ou 3 exemples, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des financements de grandes constructions, de grands projets, de grands hôpitaux, etc. dans l'avenir? Alors, on est toujours en train de gérer ce qu'on appelle le Ségur de l'investissement, qui a correspondu à des investissements très importants, puisqu'on a eu en tout pour le secteur sanitaire près de 9 milliards d'euros si on compte les investissements du quotidien, avec des investissements lourds dont une grosse majorité n'est pas encore sortie de terre. Donc il y a dans ces projets-là, oui, des projets qui sont ambitieux, avec des gros projets, notamment tous les projets dits supérieurs à 150 millions qui passent devant le fameux COPI,
pile de l'investissement sanitaire au ministère et qu'il y a près d'une trentaine de projets en tout, ça va probablement durablement marquer le secteur hospitalier dans les années qui viennent. Mais tout ce qui est grand projet prend du temps, avec un horizon de long terme. On a par ailleurs une trajectoire Ségur qui est prévue jusqu'en 2029. Donc, il faut prendre en compte cet horizon de long terme. Voilà. Et pour répondre à votre question, il faut déjà qu'on boucle ce plan-là, qu'on le fasse arriver à son terme. Il y a beaucoup de projets quand même qui ont été victimes de l'inflation, du dérapage des coûts, etc. Donc, il faut qu'on voit comment on gère tout ça avant de se pencher sur un nouveau plan et sur de nouveaux projets. On est déjà en train de gérer ce volet-là. Après, la question que vous posez, c'est aussi, ça doit nous amener à nous interroger sur quelle est la suite. C'est-à-dire ensuite, est-ce qu'on fonctionne comme ça, c'est-à-dire avec des grands plans où on injecte beaucoup d'argent? C'est assez lourd pour tout le monde. Et puis après, il ne se passe plus rien pendant 20 ans. Et on voit bien que l'investissement et la vétusteté des établissements en pâtissent. Ou est-ce qu'il nous faut au contraire une vision pluriannuelle, une montée en charge année après année qui permette à nos établissements de pouvoir s'y retrouver et d'investir réellement tous les ans? Je pense, pour être franc, que ce sera un sujet que nos amis vont aborder avec vous. Peut-être, Cécile Chevance, vous avez un micro devant vous. Est-ce que vous voulez nous aider à avancer dans notre réflexion? Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je voulais rebondir effectivement sur l'enjeu démographique, parce que là, s'il y a une chose dont on est certain, c'est qu'on vieillit tous et qu'on va devoir faire face à un mur démographique important. Chez certains, ça se voit plus que chez d'autres, rassurez-vous. On va faire face à un mur démographique, quoi qu'il arrive, important. Et là, de toute façon, quoi qu'on fasse, voilà, c'est devant nous. Et même si, effectivement, chez certains ou certaines, ça se voit peut-être moins ou plus, ce qui est sûr, c'est qu'en France, si on a de bons résultats en termes d'espérance de vie, on n'est pas forcément les mieux placés en termes d'espérance de vie en bonne santé. Donc on a effectivement des enjeux majeurs en termes de développement de pathologies chroniques qui est lié, pas seulement, mais qui est lié aussi au vieillissement de la population, à des enjeux de solutions de maintien à domicile ou d'hébergement en structure adaptée. Mais ça aura également un impact sur le système de santé, puisqu'on sait que quand on vieillit, que la dépendance se développe, on a effectivement plus recours au système de santé et notamment plus recours à l'hospitalisation, et parfois pour des hospitalisations effectivement plus longues, avec nuitée et plus lourde. Donc on a un vrai enjeu, et comme ça a été également évoqué par Marie Daudet, on a un enjeu également de ressources humaines et d'attractivité des métiers. Donc on sait qu'on n'aura pas une croissance des moyens, notamment humains, dans les mêmes proportions que l'évolution des besoins de santé. Sans parler des sujets évidemment de finances publiques. On connaît la situation financière dégradée des établissements de santé. Pour les hôpitaux publics, on est dans une situation de doublement du déficit à peu près chaque année. Ça a été le cas en 2022 par rapport à la situation d'avant-crise. Ça sera encore le cas en 2023, puisqu'on devrait être autour d'1,9 milliard de déficit hors activité médico-sociale rattachée aux établissements. On dépassera les 2 milliards avec les EHPAD, dont la situation également se dégrade. Sachant qu'un des facteurs essentiels, c'est effectivement, ça a été évoqué également, l'évolution des prix, et notamment l'inflation, particulièrement sur l'énergie, sans que ça soit complètement compensé, même si des efforts ont été faits dans l'ONDAM. Donc face à cela, et ça a été dit, on a vraiment des enjeux de visibilité en termes pluriannuels. Aujourd'hui, on a des outils comme le PLFSS et l'ONDAM, qui sont des outils essentiellement annuels, voire dans la gestion et infra-annuelle, avec une délégation de crédit qui est souvent tardive. En 2023, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément tous les chiffres des établissements. On a eu des notifications assez tardives, et donc il y a un manque de visibilité des établissements. Or, sur les sujets d'investissement, de recherche, d'innovation, de prévention,
d'amélioration des indicateurs de santé des populations, on est forcément sur des cycles plus longs, qui sont de moyen terme, voire de long terme. Donc il y a vraiment une nécessité d'avoir une visibilité pour les établissements sur les objectifs, les grandes priorités, les moyens dont on va disposer, comment les utiliser d'ailleurs, parce qu'on on consacre quand même beaucoup de moyens à la santé, hein, ça a été évoqué. Donc il s'agit effectivement autant d'une question et d'un enjeu de répartition de ces ressources. Il y a l'enjeu également de pertinence des parcours, pertinence des soins, pertinence des actes, pertinence des prescriptions qui se posent. Or, avec des outils de gestion annuels et voire infra-annuels, avec des outils de régulation très forts qui pèsent aujourd'hui essentiellement d'ailleurs sur les établissements de santé, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, on a effectivement le risque que le financement de l'investissement, le financement de la recherche et de l'innovation servent parfois de variables d'ajustement pour rester dans une enveloppe déterminée au niveau annuel, ce qui est assez contre-productif puisqu'on a justement besoin d'une visibilité sur les ressources pour investir et pour innover et financer la recherche. Donc c'est pourquoi d'ailleurs la FHF et l'ensemble des fédérations hospitalières, je pense que les collègues Christine et Sophie reviendront également là-dessus, demandent une vision pluriannuelle. Alors on a eu un protocole de pluriannualité qui a été signé juste avant la crise sanitaire en février 2020, qui a pris fin en 2022, qui était un outil de visibilité et de sécurisation sur les ressources, avec évidemment des engagements forts des fédérations et des établissements concernés en contrepartie. C'est important. C'est vrai que la crise sanitaire est venue évidemment fortement perturber l'application de ce protocole, même si les engagements en termes d'évolution des ressources ont été respectés, mais évidemment perturbés par la forte évolution des coûts, des surcoûts liés à la crise sanitaire, à l'adaptation des établissements de santé pour y faire face. Mais on souhaite évidemment le renouvellement et l'approfondissement de ce protocole. Alors, ce n'est pas juste une question de tarif et de T2A. Vous évoquiez la tarification à l'activité. Il faut rappeler qu'on est déjà dans les hôpitaux publics dans un financement mixte qui est à la fois constitué de financement par dotation aux missions, le financement à l'activité représentant à peu près une moitié, un peu plus d'une moitié, mais on a déjà mixé largement les financements. Donc, ça doit concerner effectivement ce protocole, l'intégralité des ressources, mais avec des engagements forts des fédérations en termes de pertinence, de prévention, d'accompagnement des réformes et d'engagement dans les réformes, et puis évidemment sur les ressources humaines, de formation et d'attractivité. Et puis, pour appuyer ce protocole, nous appelons également à une loi de programmation en santé. En tout cas, je lance les sujets parce que c'est lié quand même, la pluriannualité et la loi de programmation, peut-être en tout cas centrée dans un premier temps sur les sujets de temps plus long que sont l'innovation, la recherche, l'investissement et la prévention. D'accord, on fait un premier tour de table. Sophie Beaupère, peut-être, à ce stade. Alors, pour réagir effectivement à ce qui a été dit en complément, j'attaquerai tout de suite par la loi de programmation pluriannuelle en santé, parce que je sais pas si ça marche. Ouais, ça marche bien. Je ne sais pas si effectivement c'est clair pour tout le monde, mais on a un consensus entre toutes nos fédérations, ce qui est rare et important d'être souligné, pour effectivement aller vers cette loi de programmation pluriannuelle en santé. Pourquoi ? Parce que ça a été évoqué à la fois par Marie et par Cécile et lors de la précédente table ronde. Il y a un enjeu important de visibilité pluriannuelle. Pour pouvoir se projeter sur les évolutions de la prise en charge et d'avoir aussi une vision prospective qui puisse être débattue d'ailleurs avec les parlementaires. Et qu'on ait donc une stratégie en santé qui soit aussi partagée avec les parlementaires. C'est très important. Aujourd'hui, il y a la stratégie nationale de santé, mais cela ne constitue pas une loi qui peut être débattue avec en plus un impact financier. Alors pourquoi ? Parce que, comme l'a souligné Marie, il y a aujourd'hui des enjeux forts d'investissement, que les grands plans, ça a ses limites, comme ça a été souligné.
les grands plans n'ont pas toujours été très équitables entre tous les établissements de tout statut, mais aussi surtout parce qu'effectivement, avoir une vision one-shot et pas une vision qui soit structurée et là encore évaluée dans le cadre d'une loi pluriannuelle, c'est dommage. C'est dommage d'autant que l'enjeu des investissements, il est majeur. Investissement en bâtiment, certes, mais pour nous, par exemple, en Cancéro, on considère aujourd'hui que les principaux investissements, ils sont d'abord dans le numérique, très clairement, parce que c'est les outils numériques qui vont permettre de pouvoir trouver des solutions pour améliorer la coordination entre les professionnels de tout secteur, pour donner un exemple. Donc, loi de programmation pluriannuelle qui porte sur les investissements, sur l'innovation, ça a été évoqué d'ailleurs lors de la précédente table ronde, et heureusement les choses sont en train de bouger, on se structure avec une vision prospective, avec l'AIS, avec l'Agence de programmation de la recherche en santé, mais également bien sûr sur la prévention. Comment on peut penser pouvoir développer des actions de prévention en ayant une vision qui est fondée sur l'annualité budgétaire ? C'est absolument pas possible, car on sait que les actions de prévention, elles vont avoir leurs résultats à 5 ans, voire à 10 ans. Et donc cette loi de programmation pluriannuelle, pour nous tous, elle est fondamentale. Travailler sur un protocole de pluriannualité, c'est déjà une avancée, notamment pour les établissements de santé. Mais bien sûr, la loi de programmation, c'est quelque chose qui nous paraît indispensable. On est persuadé qu'on peut y arriver, d'autant plus qu'on a un contexte de tension financière. Ça me paraît très important pour l'ensemble des acteurs. Et les sujets d'innovation, il y a plusieurs façons de se dire qu'on peut les faire avancer. Il y a d'abord la responsabilité elle-même des acteurs. On ne peut pas toujours compter sur les financements publics. Je tiens à le rappeler, et il y a beaucoup de projets qui sont à l'initiative publique-privée, initiative des startups par exemple, avec les établissements, et on peut faire avancer les choses de manière innovante, sans toujours avoir d'ailleurs recours à de l'argent public. Bien sûr, aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui, honnêtement, a beaucoup bougé, très clairement, depuis la création de l'AIS, par exemple, l'Agence de programmation de la recherche en santé, avec des appels à projets récurrents financés notamment par la BPI, qui nous permettent d'avancer avec tout un écosystème d'entreprises allant de la start-up à l'entreprise de taille plus importante. Et c'est fondamental, et je finirai mon propos pour pouvoir laisser la parole aux autres membres de la table ronde, c'est fondamental dans un contexte de compétitivité internationale, comme ça a été évoqué à la table ronde précédente. Parce que, effectivement, l'écosystème français, c'est une chose. Notre capacité à continuer à innover et à être dans la compétition internationale, c'en est une autre. Et aujourd'hui, il y a des vrais enjeux. Fabrice André a évoqué un règlement européen qui aujourd'hui, sur les dispositifs médicaux, fait en sorte que l'Europe, au sens large, devient moins compétitive pour les essais cliniques que le reste du monde. Et ça, c'est un sujet qui est à traiter, et à traiter au niveau européen, pour donner un exemple. Et le fait de pouvoir avoir une force de frappe importante sur tout ce qui est numérique, que ce soit les entrepôts de données de santé, que ce soit les jumeaux numériques, la façon dont on va, dès aujourd'hui d'ailleurs, modifier notre façon de faire la recherche clinique, ce sont aussi des enjeux sur lesquels on doit pouvoir collectivement, rapidement répondre. Et je suis heureuse de voir qu'il y a pas mal de projets actuellement, que ce soit avec l'HAS, l'AIS, qui travaillent en interministériel sur les données qui vont nous permettre de répondre très vite à ces enjeux qui sont clés. Merci Sophie. Christine Schibler. Oui, merci de nous avoir invités aussi. Alors, je vais essayer plutôt de compléter ce qu'ont dit mes collègues, parce qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus. Je voulais peut-être revenir un instant sur ce que tout à l'heure Marie Daudet a dit sur la situation que nous connaissons aujourd'hui. Juste pour dire et pour éclairer et illustrer le propos qui a été souligné par Marie Daudet sur la situation financière des établissements. Donc, en gros, enfin, c'est pas en gros, précisément, entre 2021 et 2024, donc en 3 ans, on aura plus que doublé le nombre d'établissements déficitaires pour être à près de 50% d'établissements déficitaires privés en déficit. Donc, c'est une dégradation financière qui est absolument considérable, qui, de notre côté, en tout cas, n'a pas encore trop touché l'investissement en 2024, mais en 2025, ça va plonger, ça c'est évident. Et donc, on n'est pas, on a devant nous des problèmes de financement qui sont extrêmement lourds. Ça veut dire que ça nous oblige, en fait, à travailler à une transformation.
Moi, ça ne me plaît pas quand on parle de plan pluriannuel d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire. Et il me semble que le préalable, et ce qu'on doit travailler justement dans la loi de programmation pluriannuelle et dans le protocole, c'est de se fixer quelques objectifs simples. On a une transformation des besoins, on a une transformation de l'offre qui est nécessaire derrière, qu'on a devant nous et qu'on n'a pas faite. Plus d'ambulatoires, prendre en compte justement les nouvelles technologies, le numérique, etc. Imaginer l'hôpital de demain. Arrêter, parce que le Covid nous a aussi secoué sur une dimension, c'était le quoi qu'il en coûte en santé, comme partout. Hein. Et donc du coup, alors que dans les années précédentes, il y avait tout un travail fait sur la proximité, etc., pour choisir la bonne maille de proximité et aussi s'assurer que l'établissement en question, ils avaient et des docteurs et de l'activité. Aujourd'hui, on est reparti on paye tout, et donc la garantie de financement et les systèmes d'accompagnement de fin de crise ont aussi fait perdurer cela un petit peu dans le public comme dans le privé aussi, bien entendu. Donc nous, on pense qu'on était extrêmement fiers, parce que les 4 fédérations ici présentes, avec 10 autres fédérations, assureurs, et représentant aussi les médicaments, les dispositifs médicaux, etc. On a signé une tribune commune qui est parue dimanche dernier dans la tribune, si vous ne l'avez pas vue. Et on est très fiers de l'avoir fait parce qu'on est absolument persuadés, et on ne pourra pas aller vers l'innovation si on ne travaille pas à une loi de programmation, qui soit portée aussi par les parlementaires, parce qu'il faut qu'il y ait un vrai engagement du politique sur cette question, avec des choses qui soient simples, et qui soient donc quelques objectifs prioritaires, un engagement à transformer, donc travailler la pertinence et l'efficience, parce que la situation financière fait qu'on n'a pas le choix que de trouver une meilleure façon de répondre à l'offre de soins, et puis d'avoir aussi après une cohérence entre les différentes pans de sujets. Par exemple, moi, il y a un sujet qui m'inquiète beaucoup. Marie Daudet a souligné à juste titre la crise majeure au niveau des RH que nous connaissons. Bon, nous, ça fait 4 ans au niveau de la FHP qu'on réclamait un plan, un Big Bang de la formation en santé. Et je vois qu'aujourd'hui, on doit l'être, mais on va avoir un sujet, c'est que dans les annonces qui risquent d'être faites là au niveau national, donc on a des sujets aussi interministériels, et il risque d'y avoir des annonces très défavorables à la formation, et on sera percuté de plein fouet sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Or, en fait, ce sont 2 leviers qui sont absolument essentiels pour l'avenir. Donc, dans un tel protocole et dans une discussion aussi avec le politique, on pourrait peut-être enfin se dire que dans les secteurs et métiers en tension, il n'y a pas de baisse des budgets. Je veux dire, c'est quand même invraisemblable. On a plus de 2 millions de chômeurs. On peut proposer 100 000 emplois dans la santé. Il est invraisemblable qu'on puisse envisager de nous diminuer des moyens. Sur l'OPCO Santé, auquel nous appartenons tous, sauf la FHF, puisqu'elle a son propre dispositif, mais toutes les autres fédérations privées, la Croix-Rouge aussi, donc on est 9 fédérations. On devait avoir un budget de 55 millions du plan de relance pour former des soignants. Eh bien, on avait la convention prête à être signée, mais 15 jours après, on nous a dit donc, qu'on ne pouvait plus la signer parce qu'il n'y avait plus de moyens. On marche sur la tête quand on voit qu'on est en grande difficulté et que sans ressources humaines, on ne peut pas assurer des prestations de qualité. On va vous interroger les uns et les autres sur ce sujet-là, et notamment avec Dominique Meigne. Autant vous dire que nous avions bien lu la tribune, mais on s'est quand même demandé, enfin Dominique va peut-être le redire, on s'est quand même demandé comment dans la situation politique, puisque le Premier ministre, dans quelques heures maintenant, va faire son discours de politique générale, comment dans la situation politique actuelle on peut imaginer qu'une loi de programmation est possible. Mais enfin bon. Alors peut-être en étant déjà plus, comment dirais-je, modeste et pragmatique, on pourrait immédiatement, dans les mois qui viennent, donc conclure un protocole pluriannuel de financement et d'objectifs, hein, puisque bien entendu, c'est ce qu'on souhaite au niveau des établissements de santé. Ce serait un premier démarrage. Et dans l'attente de préparer quelque chose qui ait plus d'ambition et qui soit politiquement faisable, nous, en fait, on demande aussi quelque part un changement de méthode. On ne peut pas continuer à avoir du rabot budgétaire. Si demain, il y a un rabot budgétaire dans le cadre des discussions du PLFSS, je veux dire, ça va être une catastrophe si c'est pas possible.
Donc la seule façon de travailler sur des plans d'économie, d'efficience, de pertinence, de non-redondance d'actes, d'hospitalisation évitable, de plus d'ambulatoires, etc., c'est d'avoir un changement de méthode avec une relation rénovée, de nous parler en responsabilité, d'arrêter d'avoir du rabot comptable, parce que ça sert à rien, la preuve, ça marche pas. Moi, c'est vrai, cette année, on a eu des lignes financières au niveau de la campagne budgétaire, puis à un moment donné, il y avait marqué moins 77 millions. Mais il n'y a personne qui est venu me parler de ces moins 77 millions. Donc c'est quelqu'un à la direction de la sécurité sociale qui a dû marquer ça parce qu'il fallait que la somme soit telle. Et j'imagine que mes collègues ont eu le même genre de choses. Nous, on ne veut plus ça. On est des fédérations responsables. On souhaite avoir quelques objectifs, travailler la transformation. Il faut travailler le structurel. On n'a plus le choix. Mais le faire de façon, dans le cadre d'une responsabilité, d'un échange, d'objectifs qui sont fixés en commun et d'une évaluation qui est fixée en commun. On peut plus être administré comme au XXe siècle. Oui. Alors, peut-être quand même, pour la beauté du débat, je redonne la parole à Marie Daudet à ce moment-là. Et puis, juste après... Non, elle a un micro, Gérard. Et puis, Gérard Raymond a la solution, donc il nous la donnera après. Oui, non, mais sur ces mots assez forts, quand même, notamment de Christine Schibler. Plusieurs choses. D'abord, je pense que sur le besoin de pluriannualité, de projection et de visibilité, on ne peut qu'être d'accord. Voilà. Après, on a et Christine, comme tous les autres participants à cette table ronde le savent bien, on est dans un faisceau de contraintes qui fait que les décisions, parfois politiques, on va dire, se prennent un peu tardivement et font que c'est compliqué d'embrayer derrière sur de la réelle concertation. Mais le fait qu'on doive s'améliorer et arriver à donner une projection pluriannuelle, une visibilité pluriannuelle et à mieux concerter et construire ensemble les dispositifs, on ne peut qu'être d'accord avec ça. C'est ce qu'on s'efforce de faire, puisqu'on a déjà commencé à discuter avec les fédérations de ce fameux protocole et de la forme qu'il pourrait prendre, avec, comme l'a très bien dit Cécile Chevance, à la fois des engagements de l'État de donner justement une visibilité, mais des engagements des fédérations, notamment sur la pertinence et la prévention, ce qui nous semble... Oui, parce que c'est donnant-donnant. Oui, ce qui nous semble totalement indispensable. Donc on a commencé à travailler ensemble. Il faut qu'on puisse voir dans le contexte actuel des finances publiques comment on arrive à atterrir sur un protocole qui soit le plus sincère possible et qui satisfasse toutes les parties prenantes. Ça, je pense que c'est le premier point. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Sur le coup de rabot et le fait de pouvoir discuter et de dire qu'il faut aussi derrière avoir une transformation de l'offre, puisque c'est un peu ce qu'on entend derrière. Là aussi, on est d'accord. Après, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas les mêmes niveaux d'ONDAM qu'il y a quelques années. Voilà, on n'aura pas les mêmes niveaux d'ONDAM que pendant le Covid. Il faut qu'on arrive à construire ensemble, effectivement, comment on peut soutenir cette contrainte-là. Voilà. Alors, donc... Y a-t-il, alors ça c'est bien parce que je crois que Gérard Raymond est à la fois un observateur mais aussi un acteur, tout le monde connaît son expertise sur ces sujets-là, mais qui nous aide peut-être à tirer quelques enseignements et nous dire s'il y a, puisque c'est un problème d'atterrissage, s'il y a un pilote dans l'avion. Non, ne parle pas de pilote. J'ai passé 7 heures hier à Blagnac à attendre l'avion. J'ai 2 avions en panne et donc je voulais d'ailleurs... C'est des problèmes budgétaires. C'était des problèmes budgétaires d'Air France. Ouais, je sais pas. Non, mais je voulais quand même vous rassurer parce que on entend les pleurs des uns et des autres. Je voulais quand même vous rassurer. Les patients aussi ne sont pas contents. Les patients ne sont pas contents aussi. Oui. Ils commencent à s'inquiéter eux aussi. Donc je pense que dans ce système de santé, on est tous en train de se demander où on va et dans quelle galère nous sommes. Je pense que la difficulté aujourd'hui, et d'ailleurs je vous l'avais dit dans le titre de tout, c'est de commencer par le financement. On n'arrivera pas à de véritables réformes profondes dans ce système de santé si on commence d'abord par parler finances. Parlons, et vous l'avez dit dans votre introduction, parlons de réorganisation. Parlons de transformer culturellement le travail des professionnels de santé, du système de santé, comment on travaille en équipe, avec les conditions qui sont les nôtres, le manque de professionnels, un budget resserré, etc. Les conditions, et légitimement le fait que les professionnels de santé,
y compris libéraux, ne veulent plus travailler 80-90 heures par semaine. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. Comment nous travaillons ensemble à réfléchir à de nouvelles formes d'organisation pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins, vieillissement de la population, etc., par la maladie chronique, sur les territoires. Et ça, je pense que c'est la première des réformes sur lesquelles il faut qu'on travaille. Une fois qu'on aura trouvé des solutions, et il y en a quand même, on n'est pas aussi nul que ça, on parlera de financement, et de grâce, arrêtons de faire des négociations conventionnelles pour aller chercher 5 cours de plus sur une consultation qui n'apporte aucune qualité aux soins et au système de santé. Donc, ayons aussi l'intelligence de se transformer. Je pense que le point de départ est bien là. On est tous conscients aujourd'hui qu'effectivement, il faut gérer les établissements, donc on a besoin d'argent, etc., etc. Retrouver l'attractivité des métiers, c'est pas que financement. C'est aussi avoir envie de soigner. Les soignants font le plus beau métier du monde. Vous faites le plus beau métier du monde, celui certainement voire même de guérir, parfois, pas toujours, guérir parfois. Donc c'est quand même un beau métier. Au bout d'un moment, on se demande si véritablement ils n'ont pas perdu le sens, si vous n'avez pas perdu le sens, quoi. Donc retrouver du sens, retrouver de l'envie d'aller soigner les gens, d'aller les aider, les accompagner avec bienveillance et tout, c'est déjà un gros volet d'attractivité. Les finances, ça ajoute évidemment, la rémunération ajoute évidemment aussi à l'attractivité. C'est le beurre dans les épinards. C'est le beurre dans les épinards, mais aussi c'est l'envie d'aller soigner. Donc je pense que évidemment, dans ce moment extrêmement contraint, où on est au pied du mur, où les conditions de société sont totalement transformées, les finances sont à sec, eh bien il faut qu'on soit inventif, il faut qu'on soit créatif. Avant d'accuser qui que ce soit et de pointer, c'est ça que je reproche, c'est qu'on fait des coupes sombres et ce PLFSS est devenu un hachoir, quoi. Et que tout le monde, je sors d'une réunion avec les industriels, avec le G5. Et évidemment, c'est remonté au créneau, quoi. Donc tout le monde a une crainte de dire bon, on va se faire raboter. Sauf qu'à force de raboter, c'est la qualité de l'offre de soins qui se dégrade. On a une baisse de confiance des patients dans le système de santé qui est vraiment abrupte. Au printemps, on a perdu 20 points. Derrière les franchises et tout, on a fait un sondage, on a perdu 20 points de confiance. Recommençons là avec le PLFSS, on nous en mettre quelques-unes de plus, on va encore perdre de confiance. Donc on voit bien que ces méthodes-là ne sont plus acceptables aujourd'hui pour pouvoir faire perdurer un système fondé sur des valeurs humanistes, de solidarité, de répartition. Comment faisons-nous ? Je pense que, et la DGOS, qui fait un travail remarquable dans sa mission, la gouvernance aussi de notre système de santé devrait avoir un peu plus de poigne pour dire qu'il faut trouver des solutions radicalement culturelles, de transformation culturelle, dans l'approche effectivement du travail en équipe, du partage de compétences et non pas de délégation de tâches, de l'application effectivement, de l'utilisation plutôt de l'outil numérique qui est aujourd'hui, mais c'est plus qu'une nécessité. On vit dans le numérique. Pourquoi le système de santé a-t-il autant de frilosité à vouloir se servir du numérique ? C'est quand même assez aberrant aujourd'hui. Pourquoi les professionnels de santé ne veulent pas communiquer entre eux par des messageries sécurisées, faire passer des données pour qu'effectivement on ait un diagnostic beaucoup plus rapide, une prise en charge beaucoup plus rapide, une coordination des acteurs beaucoup plus rapide pour nous soigner, y compris à distance. Donc voilà, je pense qu'à des moments, il va falloir que le politique pousse fortement et que effectivement, on parle plutôt de refondation et de restructuration que de finances pures et dures. Alors, on ouvre un petit peu la conversation. Peut-être Dominique qui va, oui, et puis plusieurs questions qui se posent. Alors, on a 10 minutes à peine, parce que Marie Daudet doit partir dans 10 minutes. Moi, je suis assez séduit, enfin plus que séduit, même un peu touché par cet unanimisme. C'est presque une dystopie, quoi. Remettons-nous au mois de mai 2023, le temps d'avant, on est à Hôpital Expo. La FHP annonce une grève dure de ses cliniques.
la situation déficitaire, c'était en mai-juin, la situation déficitaire des hôpitaux publics est mise sur la table de façon déjà très, très dure. Et si on leur avait projeté une vidéo de ce tableau et de ce qui est apparu dans la tribune ce week-end, ils auraient dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, il y a du côté des fédérations un sens de la responsabilité, dont j'allais dire retrouver, c'est un terme qu'il ne faut peut-être pas utiliser, mais enfin un sens de responsabilité partagé qui est un point d'appui pour l'administration centrale et enfin, globalement pour l'action publique, sur lequel effectivement il y a la possibilité de cranter et de dire enfin on va travailler différemment. Bon. La question, c'est comment? Parce que dire que le protocole de 2020, on peut le reprendre, n'oublions pas qu'en 2020, il y a une stratégie nationale de santé qui a fait l'objet d'un consensus, je ne sais pas si on pouvait dire ça, mais enfin, d'une décision politique complètement assumée, qui donne une feuille de route et sur lesquelles les fédérations, d'une certaine manière, s'alignent dans ce protocole avec une logique donnant-donnant. Aujourd'hui, comment peut-on envisager, je sais qu'il n'y a pas de réponse à ma question, mais d'une certaine manière, le désarroi qu'on voit aussi poindre dans certaines de vos intonations ou observations le montre. Comment peut-on s'engager sur de la pluriannualité lorsqu'on ne sait même pas si on aura une loi de financement de la sécurité sociale au mois de décembre? C'est un peu comme l'histoire du conflit israélo-palestinien, quoi. C'est-à-dire, bon, ok, on sait qu'il faut aller vers une conférence, mais comment on y va? Il y aura moins de morts, en espérant. Mais enfin, globalement, aujourd'hui, comment peut-on s'appuyer sur du dur pour avancer? C'est un peu ça la question. Sauf peut-être à renverser la table et à dire qu'effectivement, et ça, bon, c'est un peu ce que dit Gérard. Bon, il faut regarder la réalité. La réalité, c'est que bon, ça marche pas si mal que ça. C'est que globalement, le système tient. Il est presque un autoportant. Actuellement, il est presque un autoportant, s'il faut bien le dire. Hein. Bon, il n'y a pas d'action publique très claire depuis plusieurs mois, enfin, depuis un semestre. Il ne s'est rien passé. Est-ce que ce n'est pas le moment de donner à l'action publique dans le champ de la santé et en particulier dans celui qui est couvert par l'ODMCO, est-ce qu'il n'y a pas, le temps n'est pas venu de s'arrêter et de faire effectivement une sorte de coproduction ou de co-construction entre les professionnels, le régulateur ministériel et aussi les patients aujourd'hui? Alors, il y a d'autres questions, et puis Marie Daudet répondra avant de nous quitter, je crois. Et puis on peut continuer après 1 ou 2 minutes de oui. plus. Bonjour, Christophe Clément-Cotu. Donc, moi, je suis un acteur du numérique, donc j'étais bien aise de l'entendre parler ce matin, ce qui n'était pas si souvent. Où je souscris à 100%, enfin, avec tout ce que vous avez dit, mais particulièrement à ce qu'a dit M. Gérard Raymond, c'est qu'il faut réorganiser. Et la question que j'ai, c'est finalement, on veut réorganiser un système de santé, et Mme Daudet a dit on est face à une demande explosive et une ressource qui est au mieux stable sur les 10 prochaines années. Donc, est-ce que quelque part sur la scène, il ne manque pas un acteur, par exemple les collectivités territoriales, sans lesquelles rien ne pourra se faire? Bonne question, bonne remarque. Une réponse de question courte. Oui, non, mais c'est une suggestion, et une suggestion citoyenne. Le constat, c'est qu'effectivement, nous sommes dans nos cheminements, très souvent confrontés aux impasses. Ne serait-il pas temps d'avoir une participation citoyenne, pas une participation, mais une participation citoyenne, de façon à ce qu'on s'entende mieux, qu'on s'écoute mieux avec le bon sens des montagnes ou des campagnes, de façon à ce qu'on se comprenne, parce que à vous regarder, vous êtes toutes et tous impliqués dans des actions citoyennes, vous essayez de faire au mieux, mais vous avez tellement de problèmes, tellement de demandes que vous êtes sous pression, et à cet égard, il serait peut-être utile de construire la santé police, où citoyens et responsables de la santé
puissent dialoguer ensemble avec des lieux d'habitation. Parce que si on considère là, par exemple, Paris, c'est inimaginable la dispersion des décisions de santé. Et les gens ne s'écoutent pas et sont toujours dans les couloirs de nage. Voilà. Alors, couloir de nage juste après les Jeux Olympiques et Léon. Est-ce que vous ferez aussi bien que Léon, Marie Daudet? Peut-être dire quand même qu'on se parle déjà beaucoup quand même. Voilà. Donc ça soit peut-être pas... mais on passe beaucoup de temps à discuter, à échanger. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Dire qu'il faut aller encore plus loin dans la concertation, la co-construction, la participation, personne n'y est opposé. Mais pour être honnête, les acteurs autour de la table poursuivent quand même chacun leurs intérêts propres aussi. Donc à un moment, c'est toujours difficile d'arriver au consensus quand on est dans une situation financière notamment qui est quand même extrêmement contrainte. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Moi, je partage tout à fait ce qui est dit. C'est qu'effectivement, si on veut arriver à sortir de cette crise qui est quand même majeure, il va falloir à un moment que tout le monde se mette autour de la table. Ça vaut pour les politiques comme pour les administrations et leurs partenaires. Voilà. Bonne volonté, mais pas naïveté. Dites-moi, juste avant que vous partiez, le Premier ministre, s'il est encore avec nous dans l'avenir proche, a parlé dans une de ses déclarations à France 2, je crois, du plan santé mentale, du plan psychiatrie qui était central. On en est assez convaincus tous, mais enfin, comment ça va se décliner? Vous avez votre feuille de route? Nous, on avait de toute façon une feuille de route. On est très mobilisés sur la santé mentale, la DGS côté prévention, la DGOS sur la partie prise en charge. Donc, on travaille ensemble. Vous savez qu'il y a eu les assises de la santé mentale en 2021. Il y a eu les assises de la pédiatrie en mai dernier qui a annoncé un certain nombre de choses sur la pédopsychiatrie. Bon, on essaye et on a une feuille de route sur laquelle on travaille. Il y a des moyens importants qui ont été mis sur la table. Voilà. Après, la psychiatrie et plus globalement le secteur de la santé mentale traverse aussi une crise qui est un peu la même que les autres, en plus fort, c'est-à-dire notamment l'attractivité dans ce secteur-là, c'est encore pire que l'attractivité ailleurs. Donc comment on fait pour inverser cette tendance-là? Et il faut qu'on continue à avancer là-dessus, parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut sur la santé mentale, et si on n'a pas de professionnels pour prendre en charge les gens, on n'y arrivera pas. Donc il y a des choses à faire sur les postes de psychiatres à la sortie de l'internat. Chaque année, on en met plus sur la table. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut essayer de montrer en quoi ce métier-là peut être valorisé, en quoi on peut travailler. Dans la réforme du métier infirmier, on va essayer de travailler le sujet spécifique psychiatrie. Il faut qu'il y ait des psychologues qui puissent être formés et qui puissent prendre en charge la population et notamment les jeunes de façon plus fluide que ça n'est le cas aujourd'hui. Enfin, c'est ça, le cœur de notre action, ça doit être celui-là. Et donc, la feuille de route, d'une certaine manière, on a déjà, nous, les administrations, on a déjà des choses en tête. Il faut voir maintenant comment le Premier ministre, lui, voit les choses sur la suite. Peut-être dire, puisque c'est le thème de votre journée, que sur la psychiatrie aussi, on essaye de travailler sur l'innovation. C'est-à-dire qu'en parallèle de cet effort sur les ressources humaines qu'il nous faut nécessairement mener, on a tout un tas d'appels à projets sur des choses un peu innovantes. C'est le fameux FIOP, là, le Fonds d'innovation pour l'organisation en psychiatrie. On a des appels à projets sur la pédopsychiatrie. Bref, on essaye de voir sur le terrain ce qui fonctionne, ce qui peut être un peu innovant et ce qu'on peut ensuite essayer de perpétuer. Mais on n'arrivera à rien si on n'a pas en face la ressource qui nous permet, encore une fois, de prendre en charge les gens. Peut-être dire une dernière chose, parce que monsieur parlait des collectivités locales, et c'est vrai que l'aide des collectivités locales, elle est majeure sur l'investissement, par exemple, sur la prise en charge, l'aide à l'installation, par exemple, des libéraux en ville. Elle est aussi majeure sur la transformation de l'offre hospitalière. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement qu'on ait, le jour où on aura l'aide des élus et un principe de responsabilité pour voir un peu comment la cartographie des soins peut évoluer en France, je pense qu'on aura fait un grand pas. Parce qu'on voit bien qu'on est quand même souvent gêné là aussi sur des défenses d'intérêts différents selon les points de vue. Et donc, si on veut arriver à concentrer nos ressources, à mutualiser, à unir nos forces, il faut impérativement que ces acteurs-là soient autour de la table. Ça, c'est sûr. Oui, alors peut-être que l'ancienne ministre des Affaires sociales, enfin, elle avait un poste très large et qui devient en charge de la décentralisation, aura peut-être intégré ces objectifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais sérieusement,
Parce que le problème, c'est qu'on peut toujours dire ça, mais enfin, la décentralisation, ça s'organise. Et il y a quand même des financements, des transferts de financement. Est-ce qu'il y a un mot de l'une ou l'autre pour terminer ? Sur le rôle des collectivités locales, il y a aussi le sujet de la prévention, bien sûr. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, elles sont quand même déjà actives et présentes, sur l'éducation santé, sur tout ce qui est santé-environnement, que ce soit les collectivités, il y a les régions, mais il y a aussi bien sûr les villes, et qui soutiennent des projets. Je pense par exemple au centre de prévention à Lyon, à Léon Bérard, là, qui est cofinancé par le conseil régional, pour donner un exemple. Donc c'est vrai qu'elles ont un rôle non négligeable, notamment sur le volet prévention. Vous avez fait une note au Premier ministre pour la santé dans son discours de politique générale ? On a fait beaucoup de choses. Vous n'avez pas apporté une je sais pas, il faut que vous partiez vraiment là, dans une seconde. Oui, je vais être à 13h au ministère, donc je suis désolée. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup, on vous applaudit. Je ne vous raccompagne pas, on termine notre conversation. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que peut-être rajouter, oui ? Non, pour rajouter, je pense qu'effectivement, sur ce volet prévention et éducation à la santé, le territoire est important. Il y a aussi l'éducation nationale, il y a aussi l'entreprise. Je pense que dans cette volonté de transformation de la culture vis-à-vis du système de santé pour l'ensemble de nos concitoyens, pas les acteurs, on en parlera après, mais c'est effectivement quels sont les lieux où on peut acculturer l'ensemble de nos concitoyens à prendre soin d'eux-mêmes, de leur propre capital santé. Donc le lieu de vie, le territoire nous paraît important. L'école, forcément, mais aussi l'entreprise a un rôle, évidemment, sur la prévention à jouer. Pour vous suivre vos activités, on voit bien quand même qu'il y a un glissement. C'est-à-dire que les hôpitaux, alors c'est peut-être lié au cancer, vous me direz, mais les hôpitaux que vous pilotez, enfin que vous dirigez, pilotez, s'intéressent maintenant à des actions plus tournées vers la prévention. C'est quand même relativement nouveau, ça. Je ne sais pas si à la FHF on fait ça ou dans les cliniques privées. Oui, ça a toujours fait partie, par exemple, des missions des centres. Mais là, effectivement, on voit qu'il y a un virage qui est lié à plusieurs facteurs. L'incidence qui augmente et les enjeux qui sont forts, mais aussi, bien sûr, la biologie moléculaire, la personnalisation de plus en plus forte à la fois des traitements, mais aussi du dépistage et de la prévention. Et on le voit, les résultats des dépistages organisés peuvent être améliorés en tous les cas. Et il faut trouver des solutions pour que les dispositifs de dépistage de prévention soient au plus près en fait de la population et identifiés. C'est pour ça qu'on pense que par exemple des centres de prévention qui sont adossés à des établissements experts, qu'ils soient CLCC ou autres, sont des structures qui vont pouvoir faire la différence. Pour vous donner un exemple. Et pour pas monopoliser la parole, il y a quand même un sujet sur lequel on peut travailler collectivement et pouvoir, et bien sûr avec une incidence financière, mais à la base c'est un sujet d'organisation, c'est les délais de prise en charge. S'engager, je prends l'exemple du cancer du sein, c'est ce que l'on porte auprès du ministère, et Marie le sait, dans le cadre de la réforme du financement, s'engager sur un financement qui permet de prendre en compte les délais de prise en charge du cancer du sein, pour donner un exemple, et qui embarque tous les acteurs, qu'ils soient établissements de santé ou professionnels de ville. Et on sait que tous les professionnels vont adhérer à ce type de modèle, puisque c'est au cœur de la mission des professionnels de santé. Pour celles et ceux qui ont participé à la première session, ce qui est quand même très transformant, c'est ce que nous a dit notamment Fabrice André ou Madame Serf-Senoussi, c'est-à-dire que les traitements ne se font plus par organe, donc ne se feront plus. Donc, effectivement, toute la structuration de vos services, voire évidemment des études, seront bouleversées. Enfin, alors, sur la prévention, on va essayer de trouver un lien un peu avec notre... Sur la prévention, effectivement, les établissements de santé ont un rôle à jouer, prévention secondaire et tertiaire, comme souvent on y pense, mais assez naturellement, mais également prévention primaire. Tu évoquais le dépistage. Effectivement, on a un rôle à jouer. Alors la FHF avait fait des propositions pour la plateforme 2022 des élections présidentielles, et on travaille, on a un groupe de travail, parce qu'on a une commission permanente FHF Prévention, parce que c'est effectivement une thématique forte de notre action et de nos propositions sur le rôle des établissements publics dans la prévention primaire. D'ailleurs, dans le cadre de la réforme du financement, il y a un volet prévention, y compris primaire,
sur le fait que l'établissement de santé est souvent un point de venue. C'est rare que la population ne passe pas dans les 5 ou 10 années à l'hôpital, ne serait-ce que pour une consultation. Donc ce point de rencontre et cette venue à l'hôpital, pas forcément pour une hospitalisation, est également le moment pour faire un diagnostic autour de questions de prévention, autour des addictions, alcool, tabac, autres, diabète, qui n'est pas forcément le motif de la venue, mais qui permet effectivement de détecter. Alors ensuite, c'est pas forcément à l'hôpital de faire, parce que la prévention, c'est pas que une question hospitalière, et heureusement, il y a effectivement les soins primaires et les professionnels de ville, mais en tout cas, ça peut être un moment de diagnostic et de réorientation ensuite des patients. Je voulais juste revenir sur la structuration de l'offre au niveau des territoires. Si on veut éviter la politique de rabot, laquelle on veut évidemment tous ne pas revenir, on en a vu les impacts délétères, parce que de toute façon, la politique de rabot au niveau de chaque établissement, ça veut dire essentiellement agir sur la masse salariale. À l'hôpital, de toute façon, les grilles salariales sont nationales, donc c'est évidemment impacter les effectifs, et on a vu effectivement qu'on a besoin de ressources humaines. C'est évident qu'on ne peut pas demander des efforts d'efficience à chaque établissement par une politique de rabot qui est subie, mais il y a vraiment un enjeu de réflexion de l'organisation de l'offre, de structuration de l'offre au niveau de l'ensemble des acteurs d'un territoire, que ce soit le travail en termes de filière, en termes de population. Vous avez évoqué la question des différents organes. Nous, on travaille justement sur, pas uniquement des pathologies, mais des populations comme les personnes âgées qui sont souvent polypathologiques, donc avec effectivement nécessité de s'organiser autour de cela. Mais on a vraiment des enjeux de travailler en filière, optimiser les parcours, la gradation des soins. On ne pourra pas faire effectivement tout 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur tout le territoire et partout, mais il y a vraiment un enjeu d'organisation autour des filières et de la gradation des soins pour effectivement optimiser les parcours des patients, parce que les enjeux sont vraiment là. Alors, je pense aux soins critiques, aux urgences. On parle aussi beaucoup de périnatalité en ce moment, la question des maternités, les pathologies chroniques, avec l'ensemble des acteurs. Ce sont des sujets que nous aborderons dans l'après-midi, donc périnatalité également, mais aussi évidemment le lien avec la médecine de ville, puisque Franck de Vulder sera avec nous. Peut-être, Christine, vous vouliez compléter pour terminer quasiment avec... Non, je voulais répondre à Dominique Maine en disant que c'était quand même depuis longtemps qu'on porte les mêmes amendements avec les autres fédérations. Je pense que ça doit faire 4 ans qu'on porte des amendements pour une loi de programmation. Donc on est vraiment alignés sur un certain nombre de sujets. Et puis c'est vrai que je pense qu'on a une conscience assez aiguisée sur les problématiques qui sont devant nous, et donc on les partage. Après... Vraiment, ce qu'il faut arriver à faire, et c'est vrai qu'on est réunis par la DGOS sur le protocole. Maintenant, les dernières réunions étaient un peu déconcertantes. Il y a certainement un problème de méthode de travail, c'est-à-dire que nous, quand on parle de transformation de l'offre, qu'est-ce qu'on a envie de savoir, et ça c'est la CNAM, c'est les ministères qui ont, etc., c'est de savoir vraiment où est-ce qu'on peut faire des choses, comment on peut qualifier l'organisation de l'offre, qui fait de l'ambulatoire, qui fait de la proximité, comment on peut le transformer et quels sont les besoins. On a besoin d'avoir une analyse très précise des choses pour pouvoir appuyer quelques principes, et puis qu'après, effectivement, ils puissent être négociés dans les territoires. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on sait encore faire avec l'administration. Donc, nous, on fait nos propres analyses. Donc, on a fait beaucoup d'études dans chacune des fédérations. On les partage entre nous sur un certain nombre de sujets, pas sur tout, mais sur un certain nombre de sujets. Donc, ça, c'est pas un problème. Maintenant, quand on doit passer justement à une relation responsable et contractualisée avec l'administration, avec l'État, là, on a envie justement de travailler de façon qualitative ces sujets pour porter, une vision, une prospective, la discuter, et puis après trouver le chemin. Et trouver le chemin, et après utiliser les moyens, parce que le financement, c'est pas un but en soi. Les réformes, c'est pas un but en soi. Ça doit être un moyen pour appuyer la transformation. Et tout ça, on peut le faire au niveau national, avec l'ensemble des fédérations, ça on peut le faire. Et puis après, effectivement, il faut prévoir un accompagnement local pour la négociation locale, mais il faut d'abord que ça parte de quelques principes nationaux. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la stratégie nationale de santé. Bon, après,
sincèrement, il y a un très bon texte qui avait quand même été écrit l'année dernière, dont on peut prendre un certain nombre de choses. Et de toute façon, il ne faut pas plus que 5 priorités. C'est-à-dire que si on veut vraiment avoir une action sur les 3 ans, 4 ans qui viennent, il faut qu'on ait 3-4 priorités, pas plus pour notre secteur hospitalier. Et si déjà on travaille de façon, je dirais, volontaire, qu'on mobilise nos adhérents, qu'on accompagne sur les territoires, on arrivera à des résultats réels. Mais là, c'est vrai que ça nécite qu'il y a une discussion et si vous en aviez et les cabinets ministériels qui change un petit Christine, peu. si vous en aviez une seule priorité, c'est laquelle? Vous? Je te poserai la même question aux autres. Une seule. Alors, moi, j'ai une priorité qui est historique. Hein. C'est le problème des ressources humaines. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc, je pense que c'est vraiment absolu. C'est-à-dire transformer les métiers, effectivement, travailler sur les compétences, mais aussi, se poser un certain nombre de questions, même sur les parcours professionnels au sein dans le milieu de la santé au niveau large, et comment on peut appuyer, et puis après avoir une vraie cohérence des différents ministères sur le sujet. Aujourd'hui, on n'en a aucune. Je pose la même question à Cécile, je pense, pour terminer. J'en donne une autre, comme ça, à nous toutes. Ouais. On couvrira peut-être... l'enjeu de la pertinence, on en parlait, la pertinence des parcours avec un volet prévention, parce que là je pense qu'il y a vraiment des choses à faire en France. Dites-moi, peut-être les deux, je ne sais pas si vous aviez des articles 51, mais franchement vous êtes rassurés sur ce qu'ils vont devenir? Alors on est effectivement en pleine évaluation. Je pense que c'est une expérimentation qui a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de projets qui ont émergé. C'est pour pas qu'il y ait un crash. Par contre, attention à la lourdeur et à la complexité. Effectivement, il faut que ça débouche. Est-ce qu'on les poursuit, on les pérennise, ou est-ce que pour certaines on les laisse de côté parce qu'elles n'ont pas montré leur efficacité, parce que l'expérimentation c'est aussi fait pour ça. Nous, on a une expérimentation majeure autour de la responsabilité populationnelle qui attrape beaucoup de sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, l'organisation autour de pathologies, et là on essaie de l'étendre à une population, comme je le disais, les personnes âgées souvent polypathologiques, donc de tous les acteurs d'un territoire, et qui embarquent non seulement le soin, mais également la prévention et l'aller vers les populations à risque. Oui, sur l'article 51, juste un mot, j'ai un petit doigt ou une petite main là-dedans. Tous les mois, on étudie des fins d'expérimentation, et on étudie la faisabilité pour passer dans le droit commun. C'est quand même très très complexe et compliqué. Et on s'aperçoit quand même que ces projets sont, je vais essayer d'être diplomate, pas tous totalement bien aboutis, quoi. Alors, mais on accorde des avis favorables pour continuer à travailler et à avancer. Je pense que ça part quand même dans la bonne direction, dans le bon sens. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Ce que je pourrais reprocher, mais Natacha ne m'entend pas, c'est peut-être qu'on n'a pas mis assez au départ des indicateurs bien clairs, bien précis pour savoir où on va. Et donc à la fin, on ne sait plus ce qu'il faut évaluer. Vous partiez lié de Natacha Lemaire, qui a quitté d'ailleurs ses fonctions. Oui, récemment. Je sais. Quitte ses fonctions. Une priorité. Justement, je vais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les délais de prise en charge. Se focaliser sur les délais pour éviter les pertes de chance, à la fois en ayant les données, on les a en fait dans le système, mais après c'est autre chose de piloter par la donnée, et donc les délais de prise en charge, et ça tire tous les sujets qu'on a évoqués, notamment la coordination. Bon, comme je suis content de vos réponses, une, parce qu'il faut pas le... Moi, c'est bien une moi, seule. C'est les SAS. Moi, c'est les services d'action aux soins. C'est comment on fait. Non, mais je sais bien. Mais comment on fait effectivement pour que ça marche et que chaque fois que j'ai mal quelque part, je téléphone et que j'ai une réponse. Dominique, vous direz. Mais alors, on va faire un peu des conflits d'intérêts. Il va vous dire Doctolib, mais parce qu'on en parle souvent. Non, je ne veux pas Doctolib. Non, mais lui, on en a parlé. Dis donc, comme on est entre nous et puis il faut avoir des coups de passion. C'est évidemment, peut-être, vous allez dire conflit d'intérêts. Il n'y en a aucun. Simplement, on soutient ici très fermement nos camarades qui travaillent avec nous, et notamment Dominique Jacovenco, et qui m'a fait un message. Tu leur parles, bien entendu. J'espère que tu en profiteras. Il ne peut pas être avec nous. D'Équilibre, qui est son grand projet Équilibre. Vous verrez, article 51. Donc, il m'a fait promettre d'en parler, donc j'en parle.
Voilà, merci beaucoup. On vous applaudit. Voilà. Tiens, il peut y avoir une petite slide parce que c'est Jean qui en a parlé avec Patrice Dio. Grâce à l'UC2M, on va vous permettre d'avoir accès. Alors vous allez voir ça, c'est un autre conflit d'intérêts. L'UC2M vous offre en accès libre notre livre, maintenant le livre digital que nous avons écrit il y a un an exactement, Notre médecine est malade. Soignons le mal à la racine. Et donc, on le donne en accès libre à tout le monde, à vous. Vous le demandez et on vous l'adressera. Merci beaucoup.